utilise un tout petit peu, la couleur. Hein. Il y a quelques scènes qui sont colorisées, comme dans, je vous ai expliqué, hein, que dès le début de l'histoire du cinéma, les films étaient en réalité en couleur, mais c'était directement, ça n'est pas une prise de vue en couleur, hein, c'est la pellicule qui est peinte à la main, éventuellement avec des pochoirs, mais donc il n'y a pas de prise de vue couleur, mais vous avez effectivement cet effet couleur. Et donc j'avais interrompu mon commentaire, si vous vous rappelez, au moment du travelling avant sur le train, qui fait là aussi penser au premier film de l'histoire du cinéma. Enfin, au premier film, on est toujours dans les premiers films de l'histoire du cinéma, mais rappelez-vous le film de Kiss in the Tunnel de Smith, qui était un film de 1899 que je vous avais déjà montré au cours, où vous avez aussi un travelling avant qui est pris en plaçant la caméra sur une locomotive. C'est vraiment les premiers panoramiques ou les premiers travelling sont très souvent, j'allais dire, des travelling involontaires ou qui ne sont pas forcément pensés comme tels, ou simplement on place la caméra sur un objet mouvant. Hein, vous vous rappelez, on parle toujours du premier, on dit qu'un des premiers travelling de l'histoire du cinéma, c'est un travelling fait par Promio à Venise, qui avait simplement placé une caméra sur une gondole, et c'est parce que la gondole se déplace qu'on a le sentiment du travelling. Ici, avec le train, vous avez l'impression d'un travelling avant. Vous avez un deuxième effet spécial dans ce film. Donc, le premier effet spécial, ce qu'on appelle les effets spéciaux, hein, les trucages, si vous voulez, c'est le cache contre cache. Vous en avez un deuxième qui est, vous vous rappelez, vous avez sans doute vu le moment où il jette le mécanicien hors du train, il le balance par terre, on voit bien que c'est un personnage vivant dans un premier temps, et comme vous l'imaginez, comme ce sont des trucages assez sommaires, c'est un mannequin qui est jeté dans la suite de la scène, et comment ils font? Ils font un simple arrêt sur image, donc ils interrompent le tournage, ils remplacent le personnage par le mannequin, et puis ils actionnent à nouveau la caméra, et c'est comme ça qu'on fait cet effet spécial, qui est très embryonnaire, mais c'est intéressant parce que ça vous montre que dès 1903, il y a déjà des trucages et il y a déjà des effets spéciaux. Ensuite, vous avez la scène, si vous avez été attentif, où ils arrêtent. La gondole, c'était Promio, P-R-O-M-I-O, et c'est un des opérateurs des lumières. C'est un des premiers travelling, mais là, un travelling latéral, alors qu'ici, ce que vous avez vu dans le film, c'est un travelling avant. Donc, puis vous avez la scène où ils arrêtent le train, où ils détachent la locomotive qui laisse partir en avant, ils rançonnent tous les passagers et puis ils s'enfuient. Si vous êtes attentif, et ici, au fond, finalement, ça, c'est quand même un avantage par rapport aux cours qui se donnent en présentiel, c'est que vous pouvez revoir les extraits autant de fois que vous le voulez et vous pouvez vérifier ce que je vous dis et même voir d'autres choses. Vous avez un mouvement de caméra, vous avez un petit panoramique. Si vous êtes attentif, au moment où les voleurs quittent le train et descendent vers la forêt, vous avez un petit panoramique latéral, et puis quand ils sont un petit peu plus bas dans la forêt et qu'ils déballent le magot, en gros, vous avez de nouveau un petit panoramique latéral. Donc je rappelle que la différence entre un travelling et un panoramique, c'est que le travelling, en principe, la caméra est placée sur des rails à l'origine, hein, puisqu'à l'origine, il n'y avait pas de steadicam, il n'y avait pas de lumet, etc. Donc on devait placer la caméra sur des rails, tandis qu'un panoramique, c'est simplement la caméra qui bouge sur elle-même, hein, autour d'un trépied, par exemple. Et là, dans The Great Train Robbery, c'est manifestement un petit panoramique où la caméra se meut pour suivre les voleurs, mais c'est un simple petit panoramique de recadrage. Puis on retourne dans le bureau du chef de gare, où sa petite fille le retrouve, et vous avez vu que la petite fille est colorisée. Pour ceux qui connaissent le très beau film de Spielberg, La liste de Schindler, vous voyez, il y a une petite fille qui est colorisée et qui fait tout à fait penser à la petite fille colorisée de Great Train Robbery. On prévient, ils vont ensuite prévenir les Rangers qui sont occupés à faire une fête. Vous voyez la scène où le type danse et on tire sur ses pieds un peu comme dans les Lucky Luke. Et puis les Rangers partent à la poursuite des bandits, les retrouvent, les abattent, récupèrent le magot. C'est typiquement un montage pendant ce temps. Hein. Rappelez-vous que je vous ai parlé souvent
enfin, c'est à mi-chemin évidemment entre le montage ensuite et le montage pendant ce temps, mais on a typiquement ce sens du montage pendant ce temps qui est pendant que les voleurs sont occupés à détrousser les passagers et s'enfuient, la petite fille libère son papa, ils vont chercher les rangers et les rangers partent à la poursuite des voleurs. Alors on a parfois critiqué le film en disant que on n'avait pas un montage qui était correctement alterné, qu'on avait le sentiment que chaque action se déroulait en temps réel et que ça donnait le sentiment que quand les Rangers à la fin arrivent et rattrapent les bandits, c'est pas possible parce qu'ils se sont enfuis beaucoup trop longtemps. Alors c'est vrai que c'est peut-être un montage pendant ce temps qui est un petit peu maladroit, mais on est au début de l'histoire du cinéma, mais c'est quand même, je trouve, pour un film de 1903, extrêmement bien fait. J'en vois qui ont des airs tout à fait perplexes. Vous me voyez, vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Monsieur, j'ai une question concernant la petite fille qui est colorisée dans l'extrait. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ce choix de colorisation? Ah tiens, oui, eh bien, je n'en sais rien, mais c'est une question intéressante. Ce que je veux dire par là, c'est que une des caractéristiques du cinéma classique hollywoodien, c'est qu'à chaque fois qu'on utilise une figure de style ou une figure de style nouvelle, ça n'est jamais pour des raisons gratuites ou esthétiques. Oui, c'est toujours pour des raisons qui sont censées servir la narration. Je vais expliquer ça plus avant. Rappelez-vous, quand on voit un film de Méliès, souvent Méliès aime le truc pour le truc. Il va par exemple faire un arrêt sur image pour transformer une dame en squelette. Et ce qui l'intéresse, c'est le truc. Ça n'apporte rien à la narration. C'est la beauté de l'image, du coup. Mais ici, justement, c'est pas parce que j'y reviens, je finis parce que chez Méliès, on voit que c'est juste pour la beauté du truc, ça, pour le plaisir du côté magique. Mais si vous regardez le début de The Great Train Robbery, quand il fait des cache contre cache avec des surimpressions, c'est vraiment destiné à servir la narration. Le truc chez Méliès, on fait exprès pour le spectateur qu'il soit très visible, parce que c'est ça qui intéresse le spectateur, c'est le truc. Tandis que chez Porter, on voit que l'effet spécial, le trucage, il a comme objectif d'améliorer la narration. Quand on voit le train qui passe devant le bureau du chef de gare ou quand on voit le paysage qui défile à travers le wagon, ça renforce la narration. Mais d'où votre question, je ne sais pas exactement répondre dans cet exemple-là. Pourquoi il a choisi de coloriser ça? Quand il colorise, par exemple, les explosions, les coups de feu, ça je comprends bien. On voit bien que ça renforce la narration. Mais pourquoi la petite fille? J'ai pas d'explication réelle, je sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais est-ce que c'est un support à la narration? Est-ce que c'est juste quelque chose qui enjolive? J'ai pas de réponse définitive. Quelqu'un a une opinion? J'ai remarqué qu'il a colorié aussi toutes les femmes dans la séquence d'après. Oui. Tous les vêtements des femmes sont coloriés. Donc peut-être ça a un truc de propagande dans ce temps-là, peut-être il y avait un truc de féminisme, je sais pas. Hein. Oula, ça je crois, un truc de féminisme à cette époque-là, je crois pas du tout. D'ailleurs, si vous voyez l'histoire du cinéma, vous allez voir que l'histoire du cinéma est terriblement misogyne jusqu'à des périodes très 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 rapprochées dans le temps. Donc ça, je crois vraiment pas. Mais ce que vous dites me fait penser que c'est plutôt alors dans le sens esthétique. Ce que je veux dire par là, je vous montrerai plus tard les vrais premiers films en couleur. Je veux dire par là les films où la pellicule est impressionnée en couleur et pas coloriée a posteriori. Et là, effectivement aussi, on colorie beaucoup, on insiste sur les robes des femmes, etc., parce que ça crée simplement un effet qui est plus que joli, qui est très marquant au niveau couleur. On verra ça quand on verra un extrait de film d'un court-métrage qui s'appelle La Cucaracha. Et donc, peut-être qu'il a colorisé, en tout cas dans la scène où on voit plusieurs femmes, surtout pour donner un effet justement esthétique, mais ça ne m'explique toujours pas ce qu'il en est. Pour la petite fille. J'ai pas d'opinion définitive. J'ai pas d'opinion définitive sur la question. Et enfin, je finis une chose sur ce film. Vous avez remarqué qu'il a un plan final qui est assez curieux, puisque tout d'un coup, vous avez un plan taille d'un brigand, d'un voleur qui tire vers le spectateur. Et là, justement, on n'est pas du tout dans une logique, oui, je dis quelqu'un qui écrit pour mieux différencier les personnages féminins des personnages masculins. Peut-être. Vraiment,
Vraiment, je sais pas. Je n'ai pas d'idée, j'ai pas de réponse à vous apporter. Et donc, je reviens sur l'idée que je développais. Donc, vous avez ce personnage du cow-boy, entre guillemets, qui fait un coup de feu face caméra en plan taille. Et là aussi, c'est pas très logique par rapport au cinéma hollywoodien classique, parce que effectivement, ça a un petit rapport avec le western, les bandits, etc. Mais ça s'inscrit pas du tout dans la narration. Ça s'inscrit pas du tout dans la diégèse. On se dit pas que ce type est un des personnages du film et on voit pas à quelle action ça se réfère dans le film. Donc c'est tout à fait curieux comme choix de plan, mais effectivement à cette époque de l'histoire du cinéma, ça arrivait assez souvent que soit au début, soit à la fin, on insère un plan complémentaire comme ça. Un autre exemple, c'est, rappelez-vous, quand on a vu La course à la saucisse, vous vous rappelez ce grand chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma avec ce beau titre, il y avait le plan du petit chien, qui, si je me rappelle, ouvrait le film et puis clôturait le film, sauf qu'à la fin du film, en plus, il avait la saucisse. Mais là, on voit encore un rapport avec la narration. Tandis qu'ici, avec le cow-boy, c'est vraiment très succinct. Ça a fait beaucoup d'effets sur les spectateurs de l'époque, puisque c'est un type qui tire vers eux, un peu comme dans l'entrée d'un train en gare de La Ciotat. C'est un train qui va vers le spectateur et vous savez que ça a fait peur, au tout premier spectateur de l'histoire du cinéma. Donc voilà, un film qui est le premier western, dit-on souvent, de l'histoire du cinéma, qui est intéressant à beaucoup de point de vue, et notamment parce qu'il y a ce côté montage pendant ce temps, poursuite, etc., qui va devenir très classique dans l'histoire du cinéma hollywoodien. Alors maintenant, je vous suggère de regarder le film suivant, je l'ai introduit, qui s'appelle Les Spéculateurs. Donc vous l'avez, il se trouve dans le lien que je vous ai envoyé. C'est un film de Griffiths de 1909 et qui fait, je pense, là aussi, une douzaine de minutes, quelque chose comme ça. Vérifiez, quelqu'un là devant lui et à la durée? 30 minutes. Excusez-moi, écrivez-le parce que j'entends pas. Ok, 13 minutes 55, c'est ça? Ok. Eh bien, visionnez le film et je reprends après. Donc voilà, il est 16, 17, je reprends à 31, 32, quelque chose comme ça. Ça va, allez-y. Oui, c'est quoi Les spéculateurs, alors les spéculateurs, oui, je pense que c'est le titre que j'ai indiqué sur le... Vous le voyez pas, il y en a qui doivent le voir, puisque moi... Oui, c'est ça. C'est ça? Ok, ben vous y allez. C'est parti. Ready. Vous pouvez mettre au micro. It's written on a corner in wheat than any other biograph film. It was shot in mid-November of 1909, and it occupies a pivotal role in Griffith's career. It's fair to say that movie audiences had never seen anything quite like it. On parle de son micro, s'il vous plaît, on n'entend plus. Parallel editing to new levels, stretched narrative form, and above all, use the power of movies to express outward ongoing. Yep, désolé.
Ok, c'est bon pour la plupart d'entre vous? J'imagine que Oui. vous avez tous eu le temps de visionner. Oui. Ok, ça va, j'ai pas besoin de plus de oui comme la fois passée, ceux qui n'ont pas eu le temps de finir. Oui, allez, une minute même si vous voulez. Ok, c'est bon là. Pour ceux qui n'ont pas fini maintenant, c'est pas trop grave. Comme je l'ai dit pour l'extrait précédent, vous finirez plus tard. Et de toute façon, il n'y a pas de souci puisque vous avez le film sous la main, que vous pouvez le revoir quand vous voulez. Ici, l'intérêt du film, c'est qu'il est accompagné d'un commentaire qui est fait par un professeur et que je trouve extrêmement bien fait. Ce qui est chouette, c'est que ça m'évite de devoir faire mon boulot. Griffith, il était trop chaud pour son époque. Oui, c'est une observation. Mais toujours est-il que qu'est-ce qui est intéressant? Donc, le commentaire est très bien. J'ai quand même deux petites réserves qui sont pas très très importantes par rapport à la totalité. La première réserve, c'est que vous, dans le commentaire, à un moment donné, il dit qu'il comprend mal. Vous voyez le plan qui est quasi un plan fixe dans la boulangerie avec la file des gens qui attendent pour avoir du pain quand le pain augmente. Le commentateur trouve que ce plan n'est pas bien placé et qu'il aurait plutôt dû être mis à la fin. Moi, je vois pas du tout la logique de ce commentaire. Je trouve que le plan est parfaitement bien à sa place. Il est logique par rapport à l'évolution de la narration. Et je suis même tenté de dire que c'est beaucoup plus logique que, par exemple, le plan dans le film de Porter où tout d'un coup on voit un cow-boy qui tire vers le spectateur à la fin et qui ne s'inscrit pas du tout dans la diégèse. Au contraire, ici le plan s'inscrit parfaitement dans la diégèse. Un autre commentaire, mais je redis, je trouve que le commentaire est très bien, c'est juste des toutes petites nuances que je mets. Un autre aspect du commentaire avec lequel je ne suis pas d'accord, c'est quand il dit que Griffith n'est pas doué pour filmer les foules. Vous allez voir, je vais vous montrer encore aujourd'hui aussi un extrait de Naissance d'une nation. Griffith est particulièrement doué pour filmer les foules et particulièrement dans la scène dont il est question. Moi, je trouve au contraire que la mise en scène est tout à fait logique. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant toute la période où le roi du blé, le personnage qu'on appelle le roi du blé, le principal spéculateur, n'est pas présent, c'est effectivement un peu l'anarchie, un petit peu le chaos. Et quand il arrive, si vous êtes attentif, toute la scène, tout l'espace se construit autour de lui. Et donc, ça montre vraiment qu'il est le personnage dominant par rapport à tous les autres personnages et que la scène s'architecture autour de lui à partir du moment où il entre dans le champ, alors que préalablement, c'était très chaotique. Donc, au contraire de ce que dit le commentateur, je trouve que ce passage est très bien réalisé. Maintenant, c'est pas pour ça que je vous montre cet extrait-là. On a déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vous ai dit ne pensez pas montage parallèle, montage alterné, c'est trop compliqué, pensez montage pendant ce temps. On en a déjà parlé à plusieurs reprises. On en a parlé, par exemple, dans le film Le Cheval emballé, qui est un film pâté où pendant que le maître du cheval monte à travers les étages dans l'appartement, le cheval continue de manger. Là, c'est un montage pendant ce temps très simple. Et puis, on en a qui sont plus sophistiqués. Par exemple, dans Une héroïne de 4 ans, on a, pendant que la garde d'enfants s'est endormie, la petite fille accomplit une série d'exploits. Elle fait rattraper des brigands par la police, etc., etc. Vous avez le porteur, pendant que les cambrioleurs sont occupés à se partager leur butin, le chef de gare est délivré, va chercher les rangers et il se lance à leur poursuite. Mais dans tous ces montages, pendant ce temps,
on voit le rapport diégétique entre les divers éléments, c'est-à-dire qu'il y a une logique narrative globale. Les personnages ont un rapport les uns avec les autres. Par exemple, dans The Great Train Robbery, au départ, les voleurs attaquent le chef de gare. Donc, il y a un lien direct entre eux. À la fin du film, les Rangers vont rattraper les voleurs. Il y a un lien diégétique direct entre eux. Tandis que, et c'est là la subtilité du film de Griffiths, Les spéculateurs de 1909, et qui est extraordinaire à mes yeux pour l'époque. Parfois, je vous passe des extraits en trouvant que le film n'est pas forcément très très bon, mais qu'il est illustratif pour l'époque. Mais ici, en plus, je trouve que le film est vraiment très bon. Ici, on a un montage du type pendant ce temps, mais à un beaucoup plus haut niveau d'abstraction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous avez vu que tout le film, et le commentaire le dit, est structuré à travers 3 groupes de personnages. Vous avez d'une part les producteurs de blé, que vous voyez dès le début du film, la famille qui sème, etc. Puis vous avez les gens qui spéculent sur le blé. Vous avez le spéculateur principal, et puis vous avez sa famille qu'on retrouve dans une scène de banquet. Et enfin, vous avez les consommateurs du blé sous la forme de pain, entre guillemets. Vous avez, le panneau vous indique que le pain a augmenté très, très fortement. Les gens n'arrivent plus à acheter le pain, etc. Mais si vous réfléchissez et que vous comparez ce film-là à tous les films que je vous ai montrés précédemment, les personnages ne vont jamais se rencontrer. On n'a pas l'impression qu'il y a un lien diégétique direct entre les personnages, entre les producteurs du pain, les producteurs de blé, les consommateurs de blé, les spéculateurs sur le blé. Ils vont jamais se rencontrer dans l'espace réel. Mais pourtant, les actions des uns ont une incidence sur le sort des autres. C'est évidemment parce qu'il y a un spéculateur, quelqu'un qui spécule sur le prix du blé, que le prix va augmenter artificiellement et que les consommateurs de pain ne vont plus pouvoir s'en acheter. Et donc, il y a bien un lien causal entre les 3 groupes, entre les 3 scènes. Donc, on a bien un pendant ce temps, mais le lien, le rapport entre les 3 scènes est beaucoup plus subtil que dans La Grande Attaque du train ou dans Une héroïne de 4 ans. Seul le spectateur, seul vous, en regardant le film, vous pouvez identifier le lien entre les 3 groupes narratifs, si vous voulez. Est-ce que vous comprenez ce que je vous explique là? Oui. Parfait. Un oui me suffit, c'est très bien. Vous êtes fantastique. J'ai toujours un oui et je lis un oui. Ça fait 2 oui. Comme ça, je sais de temps en temps que je ne suis pas tout seul. Alors, indépendamment de ce que je viens de dire là, dans les films des premiers temps, ils sont toujours un petit peu hybrides. C'est-à-dire que leur forme filmique, leur forme esthétique n'est pas uniforme. Par exemple, si vous regardez attentivement les spéculateurs, vous retrouvez à un moment donné les plans tableaux du début de l'histoire du cinéma. Vous voyez la scène où le spéculateur meurt à la fin dans le moulin. Vous avez tout à fait le type plan tableau avec une toile de fond peinte à l'arrière, la caméra qui est frontale et qui est fixe. Aucun montage à l'intérieur de la scène. Les scènes s'enchaînent, entre guillemets, mais il n'y a pas de découpage interne à la scène, entre guillemets. Et donc, vous avez vraiment un plan tableau, un plan qui évoque un petit peu une scène de théâtre, mais qui vient s'insérer dans un film qui est globalement plus moderne que ça. Maintenant, c'est vrai que si vous prenez, c'est particulièrement flagrant pour la scène finale, c'est-à-dire pour la scène où le roi du blé meurt et tombe, parce que là, on a vraiment la toile peinte. Mais même si vous regardez d'autres passages du film, par exemple, les scènes qui sont dans le bureau du spéculateur, on a tout à fait ce type de plan tableau. Mais en même temps, on a un petit peu comme dans les spéculateurs, et ça, c'est vraiment déjà une évolution, un mélange entre des plans qui sont des plans tableaux qui évoquent vraiment les débuts de l'histoire du cinéma, qui sont des plans très fixes, très statiques,
tournés dans des décors et des plans d'extérieur, par exemple le plan où on suit les personnages qui s'aiment, qui sont des plans qui évoquent... En fait, c'est un peu, si vous y réfléchissez, c'est un petit peu comme si on mélangeait l'esthétique des Frères Lumière et l'esthétique de Méliès. Que d'un côté, on prenait des scènes d'extérieur filmées de façon un petit peu documentaire et que de l'autre côté, on fait des plans tableaux narratifs, mais avec toile de fond peinte, etc. Vous levez la main parce que vous voulez dire quelque chose, mademoiselle? Mais votre micro est coupé, donc je vous entends pas. Oui, voilà, c'est bon. Oui, en fait, j'ai remarqué aussi qu'à la fin, on commence un peu à avoir avant, on était vraiment dans de la caméra qui monte, enfin, dans une image qui montre une scène. Et Oui. là, j'ai l'impression que à la fin, quand on voit l'homme dans son champ tout seul, l'image commence à vouloir retranscrire une émotion plutôt que ce soit que l'acteur qui retransmette l'émotion. La caméra devient un peu actrice, en fait. Oui, vous avez tout à fait raison, et je pense particulièrement dans cette scène-là parce que ça n'est pas pour rien que Griffith choisit de tourner. Je crois qu'ils expliquent que c'est tourné en novembre, donc enfin maintenant quoi. Donc on a un temps qui est assez sinistre, c'est très gris, et effectivement même les plans fixes qui évoquent un peu des tableaux comme la petite famille qui est réunie au début, qui fait un peu penser à un tableau de Jean-François Millet où ils sont tous les trois fixes, ou la scène avec tous les gens qui attendent pour acquérir du pain. Évidemment, tous ces plans sont des plans qui, comme vous dites, sont significatifs émotionnellement. Et en même temps, même à ce niveau-là, ça n'est pas seulement le plan en tant que tel qui est significatif, et ça, je trouve que c'est intéressant. Ça n'est pas le plan tout seul, c'est là aussi le montage entre les plans. Je pense qu'un passage qui, dans le film, est tout à fait frappant, c'est que Griffith fait exprès de monter la scène où on voit la famille du spéculateur et ses amis, puisqu'à un moment donné, il les rejoint, qui sont tous attablés autour d'un grand banquet et qui sont occupés à manger plein de choses luxueuses dans un décor luxueux. Et puis on a cut, et le plan sur lequel c'est monté, c'est le plan des gens qui font la file pour s'acheter du pain et qui n'arrivent même plus à s'acheter du pain en raison du fait que le spéculateur est occupé à spéculer. Et donc, en montant les deux plans, Griffith ne joue pas seulement sur un enchaînement narratif, comme par exemple des voleurs qui poursuivent, les rangers qui poursuivent les voleurs, mais il joue vraiment, comme vous le dites, sur le plan émotionnel, parce que ce qui crée chez le spectateur, il y a vraiment un aspect idéologique, entre guillemets, en confrontant l'image de la famille du spéculateur qui dispose de trop de luxe à celle des gens qui peuvent même plus acheter du pain, il induit une émotion dans le chef du spectateur, et cette émotion n'est pas induite seulement par l'image distincte en tant que telle, elle est induite par le montage des images entre elles. Et on verra que cette technique qui consiste à induire une émotion. Enfin, entre nous d'ailleurs, c'est l'objectif même du cinéma. Hein. Le but du cinéma, c'est de manipuler le spectateur. Hitchcock disait, je fais pas de la direction d'acteur, je fais la direction de spectateur. Et effectivement, une des techniques de direction de spectateur, des façons d'induire entre guillemets ce qu'il pense, c'est le montage. Et ce fameux montage qu'on appellera plus tard montage des attractions, qu'on va retrouver chez Eisenstein, sans doute plus aujourd'hui, mais au cours prochain. C'est vraiment une façon d'entrechoquer deux images pour que le choc entre les deux images produise une émotion spécifique. Ça, c'est vraiment l'idée. Pourquoi est-ce que, Owen Gottil, pourquoi est-ce que vous dites plus de pathos à la fin? Vous pensez à quoi? Vous pouvez mettre votre micro si vous voulez répondre, ou si vous voulez pas répondre, vous voulez pas répondre. C'est parce que je me demandais pourquoi vous disiez ça particulièrement. Pas d'idée, finalement. Ok, ça va. Excusez-moi. Oui. J'ai juste une petite question. Oui. Au moment où vous avez dit, donc, on prend des scènes qui sont à la fois tournées à l'extérieur, donc un peu à la façon documentaire, et d'un autre côté, et j'ai pas la suite.
Et d'un autre côté, il y a des scènes qui sont tournées en intérieur, dans des décors et où ça reste très artificiel. Par exemple, je donnais l'exemple dans le Griffith de la scène dans le silo à blé, où le roi du blé meurt à la fin. Vous voyez, il y a ce décor en toile peinte et on voit très fort que c'est une toile peinte. Et donc là, vraiment, on a l'impression de retourner au cinéma premier et d'être très loin des scènes de poursuite, si vous voulez, en décor réel qui correspondent beaucoup plus au canon esthétique habituel. Et on a vraiment un petit peu les deux, si j'ose dire, qui viennent se conjuguer dans un film. Ça répond à votre question ? Oui, parfait, merci beaucoup. Ok. Alors, disons que la scène, en attendant j'ai la réponse, disons que la scène a une valeur symbolique, pathos de la distance entre la Serna, ça je vois pas ce que ça veut dire, et le personnage seul dans le champ, tandis que les scènes précédentes se concentrent plus sur l'action et le déroulement. Ah oui, c'est ça, vous voulez dire que c'est l'idée que c'est l'idée qu'un personnage est isolé dans la scène qui vous donne ce sentiment. C'est possible, je n'ose pas vous répondre, il faudrait que je revoie la scène pour me faire moi-même une opinion. Je l'ai revue tout à l'heure pour préparer le cours, mais par contre, je l'ai pas revue. Honte sur moi, pendant que vous la regardiez, je suis allé faire autre chose, mais voilà, je vous répondrai, je vous donnerai un avis là-dessus la prochaine fois. Mais donc ici, ce que je voulais vous montrer, ça c'est un petit peu la synthèse, ce que je voulais vous montrer dans cet extrait-là, c'est véritablement l'idée qu'on est toujours dans le montage pendant ce temps qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, mais qu'il est traité à un niveau d'abstraction beaucoup plus important parce que les personnages ne se croisent pas concrètement, il n'y a pas de lien diégétique direct entre eux, diégétique ça veut dire du récit, de l'histoire, il n'y a pas de lien d'histoire entre eux, ils ne se connaissent pas, mais il y a quand même un effet de causalité entre toutes ces scènes parce que les actions des uns ont un impact sur le sort des autres. Ça, c'est ce que je voulais vous dire essentiellement pour cet extrait-là. On a encore le temps de voir un extrait, certainement. Mais attendez, celui-là, je vais vous l'introduire. On va voir maintenant... on est déjà à Griffith, mais je vous ai montré un court-métrage de Griffith jusqu'à présent, donc Les Spéculateurs, qui est un film de 1909. Maintenant, on va rentrer dans un des films. Il y a vraiment dans l'histoire du cinéma certains films qui sont des films clés. Par exemple, Citizen Kane d'Orson Welles en 1941, c'est vraiment un film clé. À bout de souffle de Godard, 59-60, on peut discuter sur la date, c'est un film clé. Et Naissance d'une nation de Griffith en 1915, c'est vraiment un film clé aussi. C'est un film qui traduit vraiment un tournant dans l'histoire du cinéma, un tournant à partir duquel l'esthétique change. Mais il y a un problème avec ce film dont je dois vous avertir, c'est que Griffith vient d'une famille de sudistes qui a tout perdu après la guerre de sécession. Et Griffith, c'est un type qui est profondément raciste. Mais quand je dis profondément raciste, ça va très, 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 très loin. Si vous regardez le film, vous allez voir que si vous regardez le film en entier, je pense que ça peut être intéressant malgré tout de voir le film en entier, mais de le voir avec les bonnes lunettes pour comprendre son mécanisme. Vous allez voir que les Noirs sont systématiquement présentés comme des violeurs, comme des gens qui travaillent pas. Quand ils sont élus au Sénat, ils font les couillons sur les bancs du Sénat au lieu de faire leur travail, etc. Donc c'est vraiment une vision américaine, sudiste, de l'époque, et le film a été à ce point catastrophique sur le plan idéologique qu'il a concouru à la renaissance du Ku Klux Klan. Donc, encore une fois, le film de ce point de vue-là est une vraie catastrophe. J'entends quelqu'un peut dire quelque chose ou c'est juste un bruit parasite? Juste un bruit parasite, apparemment. OK. Donc, vous allez voir, donc, attendez-vous à voir le film de ce point de vue-là. Le film est vraiment problématique. C'est d'ailleurs cet aspect-là. Ici, j'essaye de faire surtout une histoire esthétique du cinéma, une histoire du cinéma comme langage, mais on pourrait faire une histoire idéologique du cinéma. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pendant la majeure partie de son histoire, le cinéma est extrêmement misogyne. Pendant la majeure partie de son histoire,
le cinéma est, je vais pas dire extrêmement, mais souvent il y a des relents racistes, c'est assez fréquent, mais il faut essayer au-delà de ça, de s'intéresser au langage chez Griffith. Et c'est ça que je voudrais vous montrer dans Naissance d'une nation. Alors, Griffith n'est pas véritablement un inventeur de formes. C'est pas, s'il est très important dans l'histoire du cinéma, c'est pas parce qu'il a créé des formes. Vous n'entendez pas? Ok. Donc, ce que je disais. Courage. C'est pas cool, maman. Si vous voulez bien couper vos... Nina, on t'entend, est-ce que tu sais couper ton micro, s'il te plaît? Si vous voulez bien couper votre micro pendant vos conversations privées, ce serait sympa. Merci. Pour le surplus, donc, ce que je voulais dire, c'est que Griffith n'est pas vraiment quelqu'un qui invente des formes, qui propose des formes nouvelles, et on peut même pas dire qu'il est l'inventeur du long métrage, parce que bien avant lui, il y a eu des longs métrages très connus comme Cabiria de Pastrone ou des films français, etc. Mais il a fait, c'est vrai que Naissance d'une nation, dont on va en principe avoir le temps de voir un extrait encore aujourd'hui, c'est considéré comme un des premiers blockbusters de l'histoire du cinéma. C'est un film qui dure 3h15, si je ne me trompe, ce qui est extrêmement long à l'époque. Rappelez-vous que jusqu'ici, vous avez vu des films qui faisaient maximum un quart d'heure. Alors, je dis pas que c'est le premier film à être long. Déjà, dès 1906, il y a un film australien qui fait plus d'1 heure et qui peut donc être considéré comme un long métrage, mais ici ça fait 3h15. C'est très spectaculaire pour l'époque, donc on fait intervenir énormément de figurants. Et je rappelle évidemment qu'à l'époque, on ne pouvait pas faire intervenir des figurants de manière digitalisée, entre guillemets. Là, quand il y avait des figurants, c'était des êtres humains existants et qui devaient jouer, qui étaient en très grand nombre. Mais par contre, là où il y a une force réelle de Griffith, et c'est ce qui en fait un cinéaste très important, c'est qu'il va synthétiser toutes les inventions de son temps. Donc, dans un film qui est complètement narratif, qui dure 3h15, qui est très bien construit, il est idéologiquement tout à fait discutable, mais narrativement, il est extrêmement bien construit. Il veut utiliser pratiquement toutes les figures de style qui existaient déjà à son époque. Et utilisant toutes les figures de style qui existaient déjà à son époque, il va faire un film qui est vraiment un film somme. Et on peut dire qu'à partir de ce film-là naît ce qu'on peut appeler le classicisme hollywoodien. C'est-à-dire que si je prends l'histoire du cinéma de façon très large, il y a une période, jusqu'à présent, je vous ai dit, on est dans le cinéma premier. On était dans le cinéma premier parce qu'il y avait toute une série de figures de style qui n'étaient pas encore organisées et qui n'étaient pas encore utilisées de manière consciente et délibérée par les cinéastes. Par exemple, il pouvait y avoir des atteintes à la règle des 180 degrés, des atteintes à la règle du raccord regard ou du raccord dans le mouvement. Je ne sais plus si je vous ai parlé de tout ça. Je ne vais pas le faire maintenant. Éventuellement, j'y reviendrai la prochaine fois. Mais là, dans Naissance d'une nation, tous les éléments du langage cinématographique sont vraiment présents sur le plan visuel, évidemment, puisque c'est encore un film, muet, et on a vraiment un film synthétique. Là, je vous propose, je ne sais pas si on aura le temps de faire encore grand-chose après, on verra, mais je vous propose de regarder le premier des extraits de Naissance d'une nation que je vous ai mis. Il y a un des 2 extraits que j'ai appelé Nuit fatale. Vous voyez ça sur votre drive? OK. Il fait combien de temps? Là, je vois écrit 8 minutes. OK, mais vous devez même pas regarder tout. Vous devez regarder, vous allez voir qu'à un moment donné, il y a un personnage d'assassin qui saute sur la scène et qui dit mort au tyran ou quelque chose comme ça. Vous pouvez regarder jusqu'à ce passage-là et puis vous pouvez arrêter. Donc, je vous reprends vers 6 heures, 3 minutes, quelque chose comme ça. Oui, c'est Nuit fatale, je vous confirme. OK, allez-y, regardez ce passage.
J'ai un étudiant qui me dit j'ai pas, ce qui est anormal parce qu'en principe, je vous ai envoyé un lien avec tout. Donc c'est naissance d'une nation et l'extrait de naissance d'une nation, c'est nuit fatale. Mais vous avez ceux qui disent qu'ils n'ont pas, ils ont le lien avec le truc complet. C'est bon, ils ont trouvé. Ok.
Ok, vous avez tous eu l'occasion de visionner l'extrait. Oui. Oui. On doit être plus ok. C'est vrai que sur la durée, je me rends compte que j'ai pas fait de pause et que du coup, ça fait un peu long, mais continuer de commenter l'extrait, montrer, puis pas faire le commentaire tout de suite, mais la semaine prochaine, je sais pas, soit on ferait une pause. Mais donc, vous avez vu au début de l'extrait qu'il utilise des fermetures et des ouvertures iris. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis ça? Oui, je vais vous l'expliquer d'emblée. Donc, ça veut dire qu'il referme l'objectif de la caméra pour faire ce qui est l'équivalent d'un gros plan. Il fait ça sur les deux personnages principaux tout au début de la scène qui se passe dans le théâtre. Il fait ça, On vous perd, monsieur. le plan de large est joué par Raoul. Quelqu'un dit quelque chose? Oui, on vous perd, monsieur. La connexion. Est-ce que tout va bien pour vous? Oui. Ça y est, perdu. Monsieur, revenez. S'il te plaît. C'est terminé. Là. C'est fini. Je suis. Vous y êtes? Vous me voyez de nouveau? J'ai un problème. Ouais. Ça lag quand même. Normalement, je suis reconnecté. Est-ce que Vous passez dans vous un m'avez ou pas? Une phrase sur deux, oui. Pas plus ma- Est-ce que Non, vous non. m'entendez ou pas? Bof. Franchement, si on Bof. veut être honnête, 4 sur 10. 4 sur 10. Bon, ben, vous savez ce qu'on va faire. Il est déjà 4. C'est On mieux. va interrompre ici. On reprend la semaine prochaine. Ça va? Oui, ça va. Ça va.